Et pfft, à la fin de la vidéo, je t'explique c'est quoi qui revient, c'est YFood. Alors tu t'en vas pas, quel? Pour l'épisode d'aujourd'hui, je vous propose une petite expérience de pensée qui va se révéler soit très pessimiste, soit très optimiste pour l'avenir de notre espèce. Ça va totalement dépendre de votre point de vue. Commençons par regarder autour de nous. Aujourd'hui, nous disposons d'imprimantes 3D que l'on peut fabriquer à partir d'autres imprimantes 3D qui en impriment la plupart des pièces, à 2-3 exceptions près. On dispose aussi d'intelligences artificielles capables d'appréhender leur environnement et de s'y démerder de manière de plus en plus autonome. Pour finir, ajoutons que la plupart des machines dont on se sert aujourd'hui, de l'ordinateur à la voiture, voient la plupart de leurs pièces assemblées par d'autres machines. Paraît-il donc insensé d'imaginer un engin capable de se répliquer de manière totalement autonome? Alors, déjà, ça existe, et si vous voulez en voir une, regardez-vous dans un miroir. Mais on parle bien d'un truc artificiel, un truc conçu par l'homme. Bon, évidemment, ça risque d'être un poil moins élégant qu'une gestation chez un mammifère, mais n'empêche. Imaginons une grosse boîte contenant un générateur, mettons un générateur à fusion qui bouffe de l'hydrogène. Dans cette boîte se trouvent aussi quelques robots, dans le style Terminator, à savoir des trucs capables de se servir d'outils, de se déplacer, de se réparer pour peu qu'ils aient une réserve de pièces détachées. Ajoutons-leur une réserve de pièces détachées, quelques autres machines, genre des foreuses, des imprimantes 3D ou des outils de raffinage. Ajoutez avec tout ça un ordinateur hébergeant une intelligence artificielle qui chapeaute le tout, et on peut y aller. Posez cette boîte quelque part. Les robots en sortent et, à partir du matos qu'on a mis à leur disposition, commencent à récupérer des ressources dans leur environnement. Les raffinent et s'en servent pour fabriquer une usine. Dans cette usine, ils vont s'évertuer à fabriquer un autre ordinateur, une autre boîte, un autre générateur et d'autres robots. Ils emballent le tout dans la nouvelle boîte ainsi fabriquée et tada! On a un système capable de se répliquer. Bon, je l'ai dit, c'est un peu plus compliqué que 9 mois de gestation, mais bon, c'est un bon début. Aujourd'hui, c'est technologiquement encore un poil limite, mais à la vitesse où vont les choses, ça pourrait devenir une réalité dans quelques décennies. Ce système a été théorisé dans les années 40 par le mathématicien John von Neumann, c'est pourquoi on les appelle des machines de von Neumann. Maintenant, imaginez. On veut explorer l'univers, mais voyager vite, c'est compliqué. Actuellement, le seul moyen qu'on aurait, nous humains, de rejoindre Proxima du Centaure, ça serait de construire un vaisseau suffisamment grand pour héberger une population suffisamment importante, pour pouvoir nous reproduire suffisamment longtemps et de manière suffisamment efficace, pour qu'au bout des siècles de voyage nécessaires, il y ait encore quelqu'un dans le vaisseau pour profiter de la vue à l'arrivée. On appelle ce concept un vaisseau-monde, et je pense que vous comprenez pourquoi. Maintenant, imaginez, on conçoit une machine de von Neumann. Avec un peu de bonne volonté et de miniaturisation, une fois emballée, elle n'est pas plus grosse qu'une grosse maison, soyons fous. Propulsée par des moteurs à fusion nucléaire, donc consommant de l'hydrogène, l'élément chimique le plus courant dans l'univers, elle se lance en direction de Proxima Centauri. Avec un pareil système de propulsion, on pourrait envisager qu'elle atteigne des vitesses telles que son voyage dure quelque chose comme un siècle. Au terme de celui-ci, et après une longue hibernation, possiblement ponctuée de brèves phases de réveil pendant lesquelles un robot à bord fait de la maintenance, voilà qu'elle arrive dans son nouveau système stellaire. Elle déploie un télescope et une caméra qui lui servent à imager ce nouveau système et à y chercher des astéroïdes, c'est-à-dire des astres sans atmosphère, très riches en métaux et en éléments chimiques dignes d'intérêt, et avec une gravité très faible. Elle peut aussi envisager de petites lunes gravitant autour de géantes gazeuses, ça peut être un bon plan. Quoi qu'il en soit, notre machine de von Neumann repère un coin pépouze où s'installer, modifie sa trajectoire et se pose sur l'un de ces astéroïdes. Ces robots se déploient et commencent à miner des ressources, récupèrent de l'hydrogène, que ce soit dans la glace d'eau ou dans l'atmosphère de géantes gazeuses, et s'en servent pour construire une usine spatiale. Dans cette usine, les machines s'emploient à dupliquer la sonde originelle, de même qu'à fabriquer de petites sondes planétaires. Ces sondes sont envoyées aux quatre coins du système, recueillent des informations sur les différentes planètes, et ces infos sont renvoyées vers la Terre.
Pendant ce temps, l'usine fabrique à la chaîne de nouvelles machines de von Neumann qui sont alors à leur tour envoyées vers d'autres étoiles. Bon, en tout cas, ça ferait un bon jeu de gestion. On peut aussi imaginer que la première de ces machines n'est pas envoyée de la Terre vers Proxima du Centaure, mais simplement dans notre ceinture d'astéroïdes. Bah oui, si jamais elle déconne et n'arrive pas à se répliquer, mieux vaut qu'on s'en rende compte près de chez nous et pas 100 ans plus tard autour d'une autre étoile. Quoi qu'il en soit, on se retrouve avec un engin capable de se répliquer, de nous fournir des infos sur le système stellaire où il se trouve et de lancer l'exploration d'autres systèmes par lui-même. Si on compare cette idée à toutes les autres options d'exploration de l'univers dont on dispose actuellement, c'est l'une des plus viables, aussi bien technologiquement que financièrement. Évidemment, elle a quelques faiblesses. La première étant que, pour le moment, on ne sait pas encore faire, bien sûr. Mais comme je l'ai dit, au vu de nos connaissances actuelles, trop rien ne s'oppose à la conception d'un pareil système dans les décennies à venir. La deuxième, c'est que c'est bien beau d'envoyer une sonde pour recevoir des données en retour dans une centaine d'années, mais y aura-t-il d'ici là quelqu'un pour se rappeler d'écouter le signal ? Et si cette sonde en envoie d'autres, y aura-t-il quelqu'un pour écouter le signal envoyé par l'une d'elles qui aura fait 3 ou 4 bonds d'étoile en étoile sur une période de 1000 ans ou plus ? Mais en parallèle, dans une société où des multimilliardaires veulent concevoir des engins pour aller sur Mars parce que pourquoi pas, est-il vraiment inenvisageable que dans quelques décennies, l'un d'eux, possédant la technologie, le lanceur et les fonds nécessaires, se dise après tout, pourquoi pas YOLO ? Et si vous vous demandez où se trouve l'intérêt de concevoir une machine dont le seul but est d'en concevoir d'autres, encore une fois, regardez-vous dans un miroir et questionnez-vous sur le sens de votre existence. Pour un multimilliardaire, la prise de risque est relativement limitée et les bénéfices potentiellement très élevés. En termes de connaissances, en tout cas, voire d'ego. Parce que des gens comme Elon Musk doivent avoir une érection rien qu'en imaginant des machines avec le logo de leur entreprise voyageant dans l'univers des milliers d'années après leur mort, même si personne n'est là pour les voir. Et si ça ne leur coûte que quelques milliards, ils le feront. Pas sûr que moi je le ferai pas. L'entreprise comprend aussi des risques assez théoriques, mais néanmoins réels. Une machine de von Neumann, comme n'importe quel organisme qui se réplique, est susceptible de muter. Comprenez par là que des erreurs de réplication peuvent arriver. Dans la majorité des cas, exactement comme dans l'évolution des espèces terrestres, cela se solderait par une malfonction de l'engin et sa perte. Mais sur des millions de générations, cela pourrait aussi se solder par une modification viable de la machine ou des modifications de son comportement. Ou de son but. On pourrait imaginer une machine de von Neumann vieille de millions de générations qui a développé une forme de conscience et qui n'en a plus rien à carrer d'envoyer des sondes ou une réponse à la Terre, son seul intérêt étant sa propre existence et sa propre réplication. Une telle machine pourrait aussi devenir agressive envers n'importe quelle forme de vie qu'elle croiserait, pour quelque raison que ce soit. Elle pourrait entrer en concurrence avec elle, mais elle pourrait aussi représenter une menace pour n'importe quelle civilisation, même si ce n'est pas son but premier. Imaginez qu'une pareille sonde soit conçue non seulement pour explorer, mais aussi pour terraformer les planètes qu'elle trouverait, en y disséminant des micro-organismes cultivés et conservés à bord, par exemple. Ça pourrait paraître sympa de prime abord. Bah oui, de ce que l'on sait, l'espace est globalement stérile, et si ça se trouve, des tas de planètes pourraient héberger la vie, mais celle-ci n'a pas eu l'occasion d'y apparaître. Imaginez que je vous dise que la galaxie est pleine de planètes viables, peuplées d'espèces extraterrestres, et qu'elles trouvent toute leur origine dans une lointaine civilisation qui a décidé d'ensemencer l'univers de la sorte, même s'ils n'en verraient jamais le résultat. C'est plutôt poétique, mais maintenant imaginez qu'une pareille machine conçue par des aliens arrive sur Terre et en face d'eux-mêmes, dispersant ainsi un germe mortel pour tout ce qui se trouve sur notre planète. Tout de suite c'est moins séduisant. Donc un pareil projet pose pas mal de questions d'ordre éthique. Mais le truc c'est que l'éthique on s'en fout. En effet notre histoire nous montre que des gens très puissants qui se sont assis sur l'éthique, il y en a eu des chiés. Donc si pour une superpuissance commettre un génocide n'est pas un problème éthique, est-ce qu'envoyer une machine de von Neumann explorer l'univers en est un ? Probablement pas. Ou, pour le dire différemment, vu le nombre de gens puissants à la morale douteuse qui ont peuplé la Terre et influencé son histoire de manière dramatique, est-il vraiment peu probable qu'un jour quelqu'un ait cette idée et la concrétise ?
D'autant que si on n'essaye pas d'ensemencer l'univers et qu'on se contente de concevoir des sondes pacifiques, d'un point de vue éthique, une machine de von Neumann est quand même loin derrière un génocide. On pourrait aussi imaginer des sondes embarquant nos connaissances actuelles et ayant pour mission de les refiler à toute espèce intelligente croisée sur leur chemin, en les invitant à nous contacter. Ça serait potentiellement plus efficace que les disques et les plaques embarquées par les sondes Pioneer et Voyager. Rappelez-vous, il y a un épisode qui en parle. Et donc, maintenant, posons-nous cette question. Si une espèce intelligente existe quelque part et qu'elle dispose de la technologie nécessaire, ce qui pourrait bientôt être notre cas, est-il probable qu'elle tente ce genre de mission ? Oui. Et là, on a un problème. Parce que si vous lancez une sonde de von Neumann et que vous la laissez faire son petit bonhomme de chemin, il suffit de quelques dizaines de millions d'années pour que chaque étoile de la galaxie abrite minimum une usine de sondes sur l'un de ces astéroïdes et que celle-ci se trouve donc à peu près partout. Or, on n'a jamais vu passer la moindre sonde de von Neumann. Ce que ça signifie, c'est que dans les quelques dizaines de millions d'années qui viennent de passer, personne dans la galaxie n'a eu cette idée. Et si quelqu'un a eu cette idée, ça veut dire que sa civilisation a disparu avant d'atteindre le niveau technologique nécessaire à la réalisation d'une telle entreprise, ou bien que c'est technologiquement impossible. Une autre solution est simplement que, jusqu'à maintenant, aucune civilisation évoluée n'est émergée dans la galaxie. Ça peut paraître impensable, mais rappelez-vous la série de 4 épisodes consacrés à l'exobiologie, au paradoxe de Fermi et à l'équation de Drake. Et ouais, on a déjà parlé de beaucoup de choses sur cette chaîne en fait. L'absence de sonde de von Neumann dans l'univers est l'une des réponses au paradoxe de Fermi. Et à vrai dire, c'est une réponse plutôt rassurante. En effet, si personne n'a envoyé de sonde de von Neumann avant nous, alors que ça nous paraît tout à fait faisable, et que la galaxie a des milliards d'années au compteur, milliards d'années pendant lesquelles aucune civilisation technologiquement avancée n'est apparue, c'est peut-être bien une preuve de la véracité de l'hypothèse de la Terre rare. On en a déjà parlé aussi dans la série sur l'équation de Drake. On est tenté de penser que la vie doit être très commune dans l'univers. Et oui, après tout, pourquoi est-ce qu'on serait tout seul ? Mais la vérité, c'est qu'il y a tellement d'événements singuliers et indispensables pour l'apparition de notre civilisation qui se sont passés dans notre histoire, que la Terre telle qu'elle se présente, hébergeant la vie et une civilisation, est peut-être un cas extrêmement rare dans l'univers. C'est ça l'hypothèse de la Terre rare. Allez jeter un œil à la série sur l'équation de Drake. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que si, même sur Terre, il a fallu plusieurs milliards d'années pour voir notre civilisation émerger, sachant que la galaxie n'est qu'environ 4 fois plus âgée que notre planète, peut-être bien qu'on est les premiers. Si on ne voit pas le moindre signe d'une autre civilisation là-haut, c'est peut-être bien qu'il n'y a encore personne d'autre. Et donc la bonne nouvelle, c'est que peut-être, si on ne voit pas passer de technologies super avancées comme le voyage supraluminique, la téléportation, les trous de verre ou que sais-je, ce n'est pas parce que c'est impossible, mais juste que personne dans l'univers n'a encore inventé la technologie nécessaire. Mais ça ne veut pas dire non plus que c'est possible. Si ça se trouve, les lois de la physique vont nous en empêcher, mais ça, on le saura pas tant qu'on n'aura pas essayé encore et encore, et tant qu'on n'aura pas unifié nos connaissances dans une théorie globale, une théorie du tout. Et donc, si on ne voit pas passer un truc qui nous paraît aussi technologiquement accessible qu'une machine de von Neumann, ça veut dire à la fois qu'on est probablement tout seul, ce qui est assez flippant, mais aussi que personne avant nous n'a eu le temps de se développer jusqu'à notre niveau technologique, puis de disparaître. Ce qui est plutôt rassurant. Ceci n'assure absolument pas notre avenir en tant qu'espèce dans le futur et dans l'univers en tant que civilisation galactique. Mais au moins, pour le moment, on n'a pas la certitude que nos rêves de voyages intersidéraux sont voués à l'échec. Autrement dit, ça vaut le coup de continuer à tenter de mettre au point la distorsion des vaisseaux de Star Trek. C'est peu probable qu'on arrive à un résultat au vu de nos connaissances actuelles, mais au début des années 1800, on se déplaçait à cheval et c'était peu probable que 150 ans plus tard, on marche sur la Lune. Donc bon, levez les yeux au ciel et soyez astronogeeks. Et à la revoyure. Et
il est où le stagiaire là? C'est pas le... Et la vidéo est terminée, t'es censé faire la sponsor, hein? Ah pardon, c'était dans la piscine. Je t'ai déjà dit pas de piscine pendant une vidéo. Tort, mais maintenant c'est les vacances, alors moi j'ai envie d'aller dans la piscine. C'est pas les vacances, hein, t'es censé bosser là. Oui, mais les vacances, ça veut dire que c'est l'été. Je suis pas sûr de piger la logique là derrière, mais bon, au pire on s'en fout, fais ton boulot. Yo, donc j'étais en train de dire, pose sur P, sa main, ça y est, c'est les vacances. Non, c'est pas les vacances. Mais stick souffle. Ça y est, c'est le moment où on sort la piscine et qu'on met du Zouk Love. Et tu sais c'est quoi le mieux au bord de la piscine? Un jus de mangue? Mais un waifu à la mangue. Je suis à peu près sûr qu'un jus de mangue c'est mieux. Oui, mais Olko, c'est pour la réclame. Un waifu à la mangue, c'est pas fait pour remplacer un jus de mangue. C'est fait pour remplacer du 6S quand t'as pas le temps de faire un repas. Et comme c'est les vacances, bah les gens ils aiment bien les goûts de vacances. Mais comme le goût sable ou le goût siège d'avion c'est pas bon, et bah waifu ils ont fait mangue, fraise, épaisse à la place. Goût siège d'avion? Putain, entre ça et le goût vieux mort de la dernière fois, c'est peu le... Mais laisse-moi, je dis qu'est-ce que je veux. Sauf que les bouteilles waifu, elles sont vendues par paquet de 6. Alors comment on fait pour savoir c'est quoi qu'on aime? On est obligé d'acheter 18 bouteilles d'un coup? Eh ben non, parce que ces waifu, ils ont eu une idée géniale. Je t'étais sans parler du pack découverte où il y a plein de goûts différents. Et ben ces waifu, ils ont décidé de faire un pack découverte avec les bouteilles fruitées de l'été. Et si tu achètes le pack, es 2 Flosse fraise, 2 mangue und 2 Pesse. Et le goût peste, c'est le goût du fruit, qu'elle. C'est pas le goût du marché au poisson quand tu vas à la mer. C'est pas le... Un seul pack avec les 3 coups, c'est quand même une super idée. C'est pas moi que j'aurais été capable de l'avoir. Ouais, ça par contre c'est sûr. Mais stick souffle. Donc Hortung, si tu veux essayer le pack Fruity, tu vas sur le lien qui est dans la description ou tu utilises le code Astrono YouTube ou un 10% de réduction. Hop là, la réclame elle est finie. Moi je retourne à la piscine. Sus.